Et Monsieur Delphos, du coup, je vous laisse la parole pour faire une première présentation. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous avez bien la présentation à l'écran? Oui, elle n'est pas en plein écran, on voit juste, voilà. Oui, c'est entre les. Là, je viens de la mettre en plein écran. Mais il y a un petit temps de décalage, certainement, il faut attendre Ah un bah, petit peu. après, il y a des bandes latérales, parce que c'est du 4 tiers et selon les écrans, peut-être. Mais c'est pas grave, on le voit, Ok. c'est bien. Bon. Donc le Covid-19, en fait, l'épidémie de Covid-19 est l'occasion, en définitive, de remettre en exergue des règles d'hygiène qui doivent normalement déjà être appliquées avec, on le verra, quelques précautions, euh, précautions supplémentaires. Donc l'Office de l'eau, je pense que vous nous connaissez tous, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. J'ai mis mes coordonnées, mon mail en bas de cette diapo. Et merci au CNFPT en tout cas de nous avoir permis d'animer cette réunion. Donc les objectifs, en fait en termes de risques sanitaires, notamment à cette épidémie, tant liés au personnel des services, des usagers et les différents professionnels impliqués. On verra certaines conséquences sur l'activité des agents, mais je pense que vos retours de terrain seront bien plus pointus là-dessus pour que chaque service puisse un peu nous présenter ses spécificités et puis des règles de protection par rapport aux différents contrôles. Donc la première partie, là, je vais parler des différents contrôles et s'il y a des risques en accent notamment, est-ce qu'il y a contact ou pas avec les eaux usées en définitive, hein, que ce soit la conception, l'exécution, fonctionnement et entretien, éventuellement liés à une vente. Hein. Ensuite, on verra des mesures de protection supplémentaires par rapport à ce qu'on pouvait faire habituellement, notamment lorsque l'on a des contacts avec des eaux usées présentant un risque d'aérosol, que ce soit du nettoyage d'outils ou alors simplement le fonctionnement des ouvrages. Et ensuite, on verra quelques conséquences pour l'activité des agents et des services, et ça fera la transition vers l'échange, le débat qu'il y aura ensuite. Hein. Voilà. Donc j'avais mis les diapos zoomés. Voilà. Donc les différents contrôles. Alors, le contrôle, l'examen préalable de la conception, en fait, il est indispensable dès que l'on veut construire un logement qui sera équipé d'un assainissement non collectif. Et ce n'est pas forcément l'usager qui est spécialement demandeur, mais il a guère le choix puisque le certificat de conformité émanant du SPANC doit être joint à la demande de permis de construire. Donc l'usager étant entre guillemets un peu coincé, il n'a pas le choix que de passer par la case SPANC. C'est également nécessaire lorsqu'il y a une réhabilitation d'un assainissement équipant un logement, un immeuble existant, sans qu'il y ait de permis de construire. Mais cela, comme il n'y a pas la contrainte du permis, un certain nombre d'usagers ont tendance à oublier ce contrôle. Hein. Donc le SPANC va examiner un dossier et il instruira s'il est complet. En termes d'organisation, on a différentes possibilités de fonctionnement. Certains services exigent un règlement de service. Donc, partant de là, si l'étude est suffisamment détaillée avec des profils en long et ainsi de suite, j'ai la connaissance du terrain parfois au gré de la densité de construction dans certaines zones. Certains dossiers avec ce montage-là, pourrait être instruit du bureau en définitive. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'études, il est difficilement concevable. C'est pas avec une photo satellite que je vais faire, même si j'ai un certain nombre de documents, la géologie et ainsi de suite que je peux retrouver sur Internet.
la visite sur site, là, semble quand même nécessaire. Monsieur Delphos, excusez-moi de vous interrompre, Oui, mais on est resté sur la première diapo elle parce ne que, défile pas? voilà, elle ne défilait pas parce qu'on doit voir la même chose que ce que vous avez sur votre écran à vous. Il faudrait peut-être mettre le PowerPoint en plein écran, je pense. C'est ce que j'ai fait. Je quittais là parce que j'étais en train de me... non, je regardais ce qu'on voit. Parce que j'ai pas désactivé la... Si, j'ai désactivé la caméra. Pardon. Donc, je recommence. Donc là, on est bien sur... Et là, là, en fait, j'étais comme ça en mode... Attends, Oui, mais si je reviens en arrière... on avait que la première diapo au départ, en grand écran. Et là, maintenant, c'est bon? Là, oui, on a l'examen préalable de la conception, c'est bon, on est à la bonne page. Ok. Voilà, merci. Donc voilà, pardon, j'ignore ce qui s'est passé parce que je les faisais défiler au fur et à mesure. Les aléas du direct, sans doute. Donc, pour ce qui est de l'étape de la vérification de l'exécution, c'est-à-dire que quelques mois, en espérant que ce ne soit pas quelques années plus tard, une fois le projet sorti de terre pour des maisons neuves ou la réhabilitation pratiquement finie, il faut coordonner l'intervention du SPANC de façon à réaliser le contrôle d'exécution, mais à un stade bien particulier, puisque la loi exige que ce contrôle s'effectue avant remblaiement. Donc là, il faut un minimum de coordination entre le propriétaire, son représentant, selon les cas, et l'entreprise qui va être chargée des travaux, de façon à caler sa visite. Alors, la présence de l'usager n'est pas forcément systématique. Il y a même certains services où on voit très rarement l'usager. Quand on a l'habitude avec les artisans, en définitive, le SPANC se cale directement avec l'artisan. Donc là, à la limite, ça fait un interlocuteur de moins. Mais pour échanger avec un artisan qui est en train de finaliser les travaux, il est quand même réaliste de faire la visite sur site, même si certains, au plus gros de l'épidémie, essayaient de fournir juste quelques photos représentatives en disant on va faire le contrôle sur photo. Pour ce qui est de l'ANC existant maintenant, là, il y a deux choses. Il y a une certaine périodicité qui est prévue par le règlement de service. Donc, on peut prévoir effectivement qu'il y a un certain décalage du fait de l'état d'urgence sanitaire et que ce ne soit pas la priorité pendant le confinement d'aller essayer de réaliser ces visites. Et par contre, les demandes concernant les ventes ont pu commencer à arriver progressivement, puisque là, les notaires doivent à nouveau avoir ce document. Donc, encore une fois, c'est un point de blocage pour un acte administratif. Donc, le SPANC est sollicité pour ces contrôles-là. Là, pour un contrôle périodique de bon fonctionnement, il n'y a pas photo, il faut se rendre sur site. Et on doit notamment s'assurer du bon écoulement des eaux usées, du fonctionnement de l'installation et également qu'elle est entretenue. Donc ça, objectivement, sans visite sur site, ça semble difficile. Mais par contre, du fait du contact avec des eaux usées, là, il y a plus de risques pour les agents. Donc maintenant, les interlocuteurs, bon, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais que ce soit conception, exécution, fonctionnement et entretien, classiquement, on doit quand même toujours interagir avec le propriétaire. Bon. Au niveau de la conception, parfois on peut avoir affaire à déjà un terrassier, si on a un petit peu anticipé les choses, où il parle de façon un peu informelle du dossier. Parfois on peut avoir affaire au constructeur de la maison individuelle, si c'est lui qui se charge de réaliser les documents pour le compte du particulier. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai mangé une ligne bureau d'études qui devait être là normalement, mais donc le bureau d'études, effectivement, est aussi
quelqu'un avec qui on peut avoir des contacts, mais en général, ça se fait plus de façon indirecte puisque l'étude a été faite au préalable et c'est joint le cas échéant au dossier de conception. Pour ce qui est de l'exécution, donc comme on l'a vu précédemment, on a affaire aux propriétaires et aux constructeurs de l'assainissement, parfois aux constructeurs de la maison quand il y a des bisbilles, notamment pour des questions de ventilation entre le pavillonneur et le terrassier. Là, le SPANC sert un peu de punching ball entre les différents interlocuteurs. Et ensuite, pour le fonctionnement entretien, on a affaire aux propriétaires dans les campagnes systématiques, parfois à l'occupant, mais toujours avec l'accord du propriétaire. Et on peut avoir affaire à un professionnel de l'immobilier lorsqu'il y a une vente. Et bien entendu, le SPANC va échanger avec les différents services de là ou des collectivités, que ce soit l'urbanisme, le cadastre, la voirie, service eau potable, pourquoi pas, quand on a un doute sur un périmètre de captage, on n'arrive pas à retrouver bien l'info sur les parcelles cadastrales, et ainsi de suite. Voilà. Donc au cas par cas, on rencontre des collègues où on les sollicite sans que ce soit forcément en présentiel. Hein. Donc pour résumer un petit peu les risques, contact avec les eaux usées, quand c'est sur dossier au bureau, il n'y en a pas. Sur le terrain, c'est une ancienne pâture à vaches, on a 4 jalons pour la maison et le terrain est peut-être borné. Il n'y a pas trop de risques avec des eaux usées. On a plus de risques d'être dans les bouses de vache que dans les eaux usées. Par contre, lorsqu'il y a une réhabilitation, là, il y a un contact possible parce qu'effectivement, je peux avoir besoin d'aller chercher un petit peu d'infos. Est-ce que la fosse n'est pas complètement dégradée? Il vaut mieux le voir à ce stade-là plutôt que s'en apercevoir au moment des travaux. Quel est le fil d'eau de sortie? Parce que les gens ne savent pas forcément. Donc on essaye un petit peu de voir ce qui se passe, ouvrir les ouvrages accessibles de façon à avoir un petit peu cet élément-là. Donc à ce moment-là, il y a un contact possible. Monsieur Delfos, à nouveau, on est toujours sur la même page de votre PowerPoint. Donc là, ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Bon, je vais faire hop, hop, hop. On est sur la page examen préalable de la conception. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc c'est ce tableau, vous le voyez là. Maintenant, oui. Voilà. Donc c'est ce tableau-là où malencontreusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai mangé la ligne bureau d'études. Qui était intercalée là, mais bon. En général, on a rarement quand même un contact vraiment direct avec le bureau d'études, c'est plus par mail et ainsi de suite, ou alors on le croise fortuitement sur le terrain. Donc est-ce que ça a défilé là maintenant là? Là, on est toujours sur la page description succincte des différents contrôles. Là, on est sur la page suivante, possibilité de contact avec eau usée. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je crois qu'il va falloir que je quitte le plein écran et que j'y revienne à chaque fois. Bon, ça sera un truc à prendre. Donc voilà, maintenant, donc en vert, il n'y a pas de contact dans ces cas-là. En orange, il est possible. Donc pour l'exécution, sur une installation neuve, quelquefois, la plomberie sanitaire n'est même pas installée dans le logement selon le phasage des travaux. Donc les ouvrages sont remplis ou partiellement remplis en eau propre. Il n'y a pas encore eu d'eau usée dedans. Mais mieux vaut, par précaution, quand même considérer que ce sont des eaux usées vu les circonstances actuelles. Et en réhabilitation, là, classiquement, quand même, on a bien plus de chances d'être en contact avec des eaux usées, sauf si c'est une maison qui n'est pas encore habitée. Il y a 4 murs et un vague toit. Là, effectivement, peut-être qu'on refait tout de la cave au grenier. Et à ce moment-là, il n'y a pas à proprement parler d'eau usée. Bon. Et sinon, fonctionnement et entretien, donc le contrôle périodique ou lié à une vente, si on n'a pas de contact avec les eaux usées, c'est qu'il y a un problème au niveau de la réalisation du contrôle, puisque vraisemblablement on n'a pas accès aux ouvrages. Et dans ce cas-là, il y aura un problème au niveau de la conclusion du contrôle aussi. Hein. Et après chaque contrôle, il faudra être plus vigilant qu'à l'accoutumée, de façon à désinfecter le matériel pour éviter que les manipulations ultérieures n'amènent une contamination. Donc certaines occasions, excusez-moi, j'ai changé de diapo, je reviens, voilà. Il peut y avoir des aérosols, donc là avec un risque direct d'inhalation par les voies respiratoires, ce qui est quand même un problème vu cette maladie. Donc notamment lorsqu'on fait de la mesure de boue et qu'on nettoie avec un jet d'eau,
on n'a pas des outils qui sont parfaitement de surface parfaitement régulière, et même si c'était le cas, ça génère des aérosols. Ne parlons même pas si on faisait du nettoyage à la haute pression, hein. Et il y a également, lorsqu'on inspecte les ouvrages de pré-traitement, ça peut être une pompe dont on va tester le fonctionnement, si elle est bien opérationnelle. Donc là, on va refouler des eaux. Ça peut être une microstation qui va brasser l'eau. Ça peut être une extraction d'éboues, une recirculation, le panache de tout ça, qui amène des aérosols, hein. Donc là, ah oui, je quitte et je reviens. Donc une question, bon là, il y a quand même un semblant d'équipement avec des gants, il y a un pantalon de travail. Chaussures de sécurité, bof. Par contre, est-ce le bon endroit pour nettoyer le matériel de mesure debout? J'aurais quand même tendance à dire non. L'eau usée tombe par terre. Pire, dans la petite boîte en dessous qui est fracassée là, où il y a un robinet d'arrêt pour mettre hors gel ce petit robinet. Donc attention, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour faire ça. Là, par contre, contrairement aux apparences, on n'est pas en train de faire un shampoing à la personne qui est en arrière-plan, mais bien on est en train de nettoyer le tube là qui est transparent, qu'il faut nettoyer effectivement au-dessus des ouvrages, de façon à ce que les eaux contaminées retombent dans l'ouvrage. Par contre, on n'utilise quand même pas des produits trop pas agressifs, qui soient toxiques pour l'installation d'assainissement, hein. Évitons de contaminer le matériel du particulier en utilisant son tuyau d'arrosage, son arrosoir, que sais-je. Il faut s'astreindre à venir avec son matériel. Quand je travaillais en bureau d'études, on allait très souvent dans les cimetières pour récupérer l'eau, de façon à avoir de l'eau pour nettoyer le matériel ou pour faire les tests de perméabilité. Donc là, dans la pratique, des risques, particuliers, donc ça, c'est une installation qui est quand même un tout petit peu obstruée, et au moment où le bouchon là, de papier et autres va partir, on va avoir une vague qui déboule, et là, on maîtrise pas, les éclaboussures, heu, qui vont survenir. Autre situation, un po une pompe de relevage qui déclenche, donc là, on voit le jet d'eau qui est projeté. Donc là, c'est vraiment des éclaboussures qui peuvent être assez, conséquentes, que ce soit ici avec des eaux brutes ou, lorsqu'on a une fosse suivie d'un filtre à sable ou d'un tertre qui est en surplomb, ou quelle que soit la filière. Ce sont des eaux pré-traitées, par la fosse, mais on a encore une charge, bactérienne importante, même si le débat est ouvert pour le virus en lui-même. Ça, on voit un moteur, la grille de ventilation de ah oui, vous le voyez peut-être pas. Voilà, pardon, j'ai fait échappe et je reviens aïe, je reviens en plein écran. Donc la grille, verdâtre là, c'est le moteur, et en dessous, on a une turbine qui brasse, mais de façon très violente parce qu'elle est à juste quelques centimètres sous l'eau, et qui plus est, cette turbine doit générer le la la recirculation des boues qui sont dans le clarificateur, dans le deuxième compartiment, en les aspirant depuis le fond. Donc elle a quand même une certaine violence, et ça, on a vraiment beaucoup d'aérosols avec ce type de dispositif. Ceci étant, il faut quand même en voir le fonctionnement. Je ne peux pas dire: «Vous coupez tout», parce que sinon je vais faire un contrôle sans savoir si de fait les installations sont fonctionnelles ou pas. Donc il faut que je sois un minimum curieux et voir si ça fonctionne, et ensuite éventuellement prendre des mesures, pour, enfin pas éventuellement, on prend des mesures de protection. Donc là, c'est un système d'extraction des boues dans une microstation. Elles sortent du compartiment à gauche, elles sont recrachées par cette crosse dans le compartiment qui est à droite en arrière-plan, et c'est un airlift, donc c'est un compresseur qui va souffler de l'air dans le petit PVC, et ça fait une espèce de borborygme là, comme quelqu'un qui a faim, ça crachouille. Donc là encore une fois, risque d'aérosol. Donc je requitte autre exemple. Heu, donc voilà, là c'est pas violent, c'est une microstation, à culture fixée, mais celle-ci elle fait tout en même temps. Le compresseur il envoie de l'air partout, à la fois sous le tuyau vert les petites bulles pour essayer de décolmater la grille de l'espèce de dégrilleur qu'on a en tête à l'arrivée de l'effluent, et en même temps, dans le petit triangle en centre inférieur, on a une extraction des boues qui sont censées être piégées dans le décanteur, la partie décanteur primaire. Donc c'est moins violent, certes, puisque
le compresseur alimentant tout en même temps, les débits sont quand même beaucoup moins conséquents. Donc on change de partie. Les mesures générales que l'on va être amené à adapter et des mesures supplémentaires. Donc je reviens sur cette diapo-là seulement en plein écran. Voilà. Donc après, il ne faut pas essayer d'inventer l'eau tiède dans la vie de tous les jours, dans les relations, dans vos services. On a des gestes barrières à maintenir tant qu'on est en phase d'épidémie. Et dans chaque structure, on a des procédures qui ont été mises en place selon la disposition des locaux, les agents, leurs contraintes familiales, scolaires avec les enfants, j'en passe et des meilleurs. Pour les collègues à risque, ben là, c'est de la responsabilité de l'employeur, une concertation avec le médecin du travail, le cas échéant, pour adapter le poste de travail ou le maintenir, cet agent, en télétravail, si ses missions le lui permettent. Et ensuite, bah, pour les gestes barrières, on va avoir rigoureusement la même démarche vis-à-vis, que ce soit les constructeurs, les architectes, là je ne les ai pas oubliés, les bureaux d'études comme dans mon tableau tout à l'heure, le poseur, les vidangères et ainsi de suite. Mais pour ces différents interlocuteurs, il y a un niveau entre guillemets de sérieux en moins, c'est qu'eux n'y habitent pas. Par contre, quand j'ai affaire au propriétaire occupant ou à un locataire, ou occupant à quelque titre que ce soit, bah là, c'est quand même une relation très différente parce qu'on est chez les gens et bah, si on se rate un petit peu, potentiellement, on peut les contaminer. Donc, il y a une certaine réticence, d'autant que dans les médias, il y a eu tout un tas d'informations qui qui ont pu circuler et qui les ont amenés dans un état de stress quelquefois pas possible. Donc là, j'ai quitté, je reviens en plein écran. Alors, dans sa relation avec l'usager, c'est pas évident d'aborder la question. Bon, vous avez été malade et patati et patata. C'est pas trop dans les objectifs du SPANC. Ceci étant, on est entre personnes, entre êtres humains. On peut quand même aborder la question. Bon, ça, c'est après du cas par cas. Chaque installation est un prototype et chaque contrôle est un peu spécifique selon l'usager que l'on a en face de soi. Mais il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, le SPANC, c'est un métier de contact avec des eaux usées et que déjà, ça nécessitait des mesures d'hygiène plus ou moins respectées, mais bon, elles étaient déjà présentes. Par contre, lorsqu'on a un aérosol, quand on est en contact avec des personnes qui peuvent être vulnérables, bah, le port du masque semble pas du tout délirant. Lorsque ce sont des aérosols provenant des eaux usées, par contre, ce ne sera pas le même type de masque, puisque là, potentiellement, on peut être en contact avec le virus via les excrétas, même si ce n'est pas encore très, très clair sur ce plan. Donc là, je suis un petit peu embêté, parce que j'avais une animation. Alors, je fais échappe et ça va être un peu fastidieux. Non, bah, ça veut pas. Pardon, est-ce que vous voyez l'animation arriver ou pas? Des petits articles de presse ou pas? On voit les articles de presse, mais c'est pas animé. Non, non, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait apparaître un par un. Voilà. Donc là, vous l'avez toujours. OK. Donc là, différents articles un petit peu partout où on a retrouvé le coronavirus. Mais est-ce qu'ils sont si sûrs que ça, que c'est le coronavirus en fait? Hein? En plus, parfois on confond Covid-19 qui est la maladie, l'épidémie, avec le SARS-CoV-2 qui est le virus. Dans les médias, on met un petit peu n'importe quoi. Et vous voyez là cet article-là, on ne se pose pas la question au Québec, les coronavirus sont présents dans les eaux usées. Voilà, c'est une affirmation. Quand on cherche un peu, bon. Sinon, le suivi des eaux usées, c'est fait à Paris. On se pose des questions parce qu'à Paris, on a retrouvé de l'ARN aussi dans les eaux. On en a peu parlé, hein, c'est vite repassé, la poussière est vite repartie sous le tapis ensuite, mais on en avait retrouvé dans le réseau d'eau brute qui sert notamment
à laver des caniveaux, certains usages techniques pour l'arrosage des parcs et jardins, mais les parcs et jardins étaient fermés. Donc on a fermé ce réseau d'eau brute, qui est juste une eau de Seine filtrée, et on n'a plus trop parlé de ça. Par contre, ensuite, il y a eu des recherches, notamment dans des coquillages, et visiblement, on ne l'a pas retrouvé de traces. Voilà. Et bon, là, le Mirror, c'est de l'information scientifique s'il en est dans le Mirror, hein. On a là une affirmation catégorique, le coronavirus peut être transmis dans les eaux usées. Alors, est-ce que vous avez la diapo là sur Limoges? Non. Donc, voilà, je fais échappe et je reprends mes habitudes. Voilà. Donc, il y a aussi une étude qui a été lancée en Haute-Vienne à ce propos dans les eaux dans les réseaux d'assainissement ou la station. Donc, je quitte et on va parler un petit peu maintenant. Les médias, ça suffit. On pourrait y passer l'après-midi. On n'aurait pas fait beaucoup avancer le schmilblick. Donc, pour mettre les choses au clair, le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Bah oui, on en a eu un SARS-CoV-1 il y a quelques années, donc on est passé au 2, en espérant qu'on passe pas trop vite au 3 quand même, hein. Un virus à couronne, donc ce qui lui donne ces espèces de petites protubérances permettant de s'accrocher notamment sur des cellules qu'il va infecter. Donc il est très similaire sur le virus d'il y a quelques années, un seul brin d'ARN, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il est fragile vis-à-vis des tensioactifs, donc des détergents tout simples, de l'alcool, d'où les lotions hydroalcooliques dont on fait un usage abondant. Par contre, le ou la, a priori l'Académie française et les Québécois optent pour la plutôt que le. Bon, la maladie, donc avec l'acronyme en dessous. Quant au virion, le virion, ce serait la particule virale que l'on pourrait retrouver ici ou là. Donc je quitte et j'avance. Un point intéressant au niveau du suivi dans les eaux usées, quand on regarde ces courbes, en fait, vous avez le nombre de cas de coronavirus en rouge et vous avez la détection de l'ARN, en fait, qui apparaît dans la courbe bleue, c'est-à-dire bien plus tôt. Donc, lorsque l'on a un suivi épidémiologique, en définitive, plutôt que d'attendre les gens aux urgences ou chez leur médecin, on s'aperçoit, bon, on est plus malin après qu'avant, hein, mais on s'aperçoit qu'on a des traces d'ARN dans les eaux usées, ce qui permet en définitive de faire un suivi épidémiologique anticipé, comme ça s'est fait aussi. Bon là, il y a une dizaine de jours, il y avait une émission spécifique sur France Inter par rapport à tout ce qui était sur l'eau, et on a la même chose. Bon, les couleurs ne sont pas pardon, les mêmes. On a les consultations là en grisé, l'histogramme, mais on voit aussi que bah, dès la fin février, début mars, on détectait des traces de ce virus au niveau des eaux usées. Cette fois, c'est la courbe qui est rouge. Et la courbe noire concerne les hospitalisations au niveau de l'Île-de-France. Oui, pardon. Un point important quand même, c'est différent dans les réseaux d'assainissement ou en entrée de station d'épuration et pour les préposés qui vont travailler dans une station d'épuration et pour un SPANC, parce que le SPANC, il est vraiment à l'origine de l'effluence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de transfert, il n'y a pas de temps de brassage entre la maison et la fosse ou la microstation. C'est de l'ordre de quelques secondes. Donc là, le risque est peut-être pas tout à fait le même de ce fait-là au niveau du SPANC. Donc le virus, vous en avez sans doute vu des animations, mais en fait, il a juste une enveloppe lipidique et qui, elle, va être cassée en fait par les détergents, ce qui nous facilite
le travail de désinfection. Par contre, il ne va pas se reproduire tout seul dans le réseau d'assainissement, même s'il y survivait ou dans la fosse. Il a besoin d'une cellule hôte. Donc, c'est ce qui est matérialisé par ce schéma depuis la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'il vient infester une cellule, il s'y multiplie, il utilise en fait, il détourne le matériel de la cellule pour se multiplier, et ensuite il va pouvoir expulser. Certains virus font carrément exploser les cellules et se disséminer dans l'organisme. Vous n'avez pas changé de diapo, excusez-moi. Excusez-moi, oui, le réflexe n'est pas bien acquis en fait. Voilà, pardon. Donc là, l'infestation sur la gauche et puis la libération sur la droite en mettant à profit le matériel de la cellule pour se démultiplier. Alors, d'autres virus que l'on connaît dans l'assainissement, pour lesquels on vous demande peut-être d'être vacciné, ont une coque, ils sont vraiment beaucoup plus résistants, alors que quand on voit notre coronavirus, enfin espérons que ce ne soit pas le nôtre d'ailleurs, il est beaucoup plus fragile, ce qui est quand même bien intéressant pour nous encore une fois. Donc après, il faut essayer de ne pas confondre les choses entre détecter de l'ARN viral et avoir un virus infectieux dans les eaux usées. Oui, on a de l'ARN, mais à ce jour, on n'a pas montré qu'on avait du virus capable d'infection dans les eaux usées. Il ne faut pas faire une confusion. On a une note de la Direction générale de la santé, on a l'OMS qui a travaillé une étude bibliographique qui a été actualisée ensuite dès début mars et ensuite actualisée fin avril, qui dit bien ça. Donc j'ai dézoomé et je reviens. Donc la DGS, note aux ARS, donc il nous dit qu'il faut être quand même très vigilant sur l'interprétation des résultats. C'est pas parce qu'on a des tests PCR qui détectent qu'il y a de l'ARN qu'on a le virus dans les eaux usées. Donc pour ce qui est de l'OMS maintenant, les recommandations générales de l'INRS, on a des choses similaires. On va insister sur les mesures de prévention et également de façon importante sur le port des équipements de protection individuelle, sachant qu'aujourd'hui, ça devient moins difficile de se procurer des EPI que ça ne l'était il y a quelques semaines encore. Donc le Covid n'est pas une maladie hydrique, contrairement à l'hépatite A, le polio, la gastro, beaucoup de bactéries parasites. Donc, pour le SPANC, on reste sur la prévention bactériologique classique. Et par contre, c'est peut-être l'occasion, je pense qu'il faut essayer de le prendre comme un mal pour un bien, c'est-à-dire vraiment se discipliner sur ce point qui n'était pas forcément bien appréhendé. Quand je vois les stagiaires en formation, c'est vrai qu'en discutant avec eux, les équipements ne sont pas toujours très présents dans les différents services. Alors, question classique, combien de temps ça reste sur les surfaces? Donc, l'OMS nous dit de l'ordre de 72 heures, ainsi sur le fait de se laver les mains avec une lotion, l'eau et le savon, pas se toucher les yeux, le nez, la bouche, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Donc ça, la page était telle quelle vendredi dernier encore. Ensuite, je jongle entre les machins. Une étude venant de Chine sur la résistance du virus sur les surfaces et puis dans différentes conditions. Le froid est plutôt favorable à la conservation du virus. Donc congeler comme on pourrait le faire pour un doudou ou je sais pas quoi, parce qu'il y a quelques poux qui traînent à l'école, ça va pas le faire. C'est même comme ça qu'on les conserve. Par contre, la chaleur, 70 degrés, en 1 minute, on en a encore. En 5 minutes, c'est fini. U veut dire indétectable. Bon, c'est en anglais, donc voilà. Ensuite, la problématique des surfaces. Lorsqu'on a des surfaces très lisses, le virus peut perdurer
bien plus longtemps. On parle là de 4 jours. Du papier, mouchoir en papier, moins de 3 heures. Les vêtements, une journée. Le masque, 4 jours sur la face interne, 7 jours sur la face externe. Et donc là, c'est quand même intéressant par rapport à nos pratiques. Lorsque les courriers arrivent, par exemple, dans la gestion de votre service, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, vous avez sans doute mis en place des procédures de quarantaine pour le courrier. Ben, cette étude-là permet de caler un petit peu les procédures. Par contre, si vous avez du matériel plastique ou inox ou autre, là, le temps de survie est plus intéressant, pardon, pas intéressant, excusez-moi, important et nécessite des mesures d'hygiène plus drastiques. Il ne suffit pas d'attendre un peu pour qu'ils se détruisent. Maintenant, pour ce qui est de la résistance aux désinfectants, donc ce sont des protocoles de labo hein, avec une certaine dose de désinfectant et puis je ne sais plus si j'ai fait ça, alors je le fais au cas où. Donc on s'aperçoit que en 5 minutes, il n'est plus détectable, que ce soit avec différentes lotions désinfectantes que vous connaissez peut-être quand il y a des bobos à la maison sur les genoux des enfants ou sur vos mains, enfin peu importe. L'alcool à 70% qu'on a dans les lotions hydroalcooliques, les produits ménagers divers. On a juste pour le savon liquide pour les mains, où effectivement on s'aperçoit qu'il y a une persistance, c'est-à-dire il est atténué au niveau des unités log, on en a moins, mais on a une certaine persistance. Donc n'hésitez pas à augmenter en fait les doses de ces détergents pour avoir la possibilité de bien casser toutes ces membranes de cas échéant. Donc, pardon, je m'y perds avec ces... Voilà. Donc, il y a un danger qui est lié à un risque biologique. Comment faire pour la contamination? Bah, déjà, si je ne suis pas exposé, je ne serai pas contaminé. Donc, c'était l'esprit du confinement au départ. Mais après, bon, la vie reprend, il y a quand même le risque qui survient et on va être contaminé cette fois si le manque d'équipement de protection et le manque est présent. Enfin bon, si on manque d'équipement de protection, voilà. Donc, les différentes possibilités de contamination, il y a de l'ingestion, de l'inhalation, le contact avec la peau. Ça, c'est pour les choses classiques. Pour le SARS-CoV-2, c'est concentré sur l'inhalation et les muqueuses. C'est pour ça qu'on demande de protéger non seulement les voies respiratoires, mais également les yeux, du fait de ces aérosols. Donc, je quitte et je reviens en plein écran. Donc, les conséquences en termes d'organisation du travail, limiter l'exposition. Donc, ça a été drastique pendant le confinement. Ensuite, les protections collectives. Oui, bon, après, l'agent du SPANC, il est quand même le plus souvent tout seul sur le terrain. Donc, lui, il va falloir travailler quand même avec ces EPI. Donc la pénurie de pays, j'espère quand même qu'elle est résorbée dans vos secteurs respectifs. En tout cas, sur les endroits que je côtoie, il n'y a plus trop de difficultés sur ce plan-là. Il n'y a même plus vraiment de rationnement des quantités que l'on peut acheter ici ou là. Conséquences pour les activités des agents, pardon, je quitte et je reviens. Hiérarchiser les urgences, ça a été la première tendance, une titrologie qui ne correspond pas forcément rigoureusement à votre organisation dans vos services, mais il y a eu un arrêt brutal, il ne s'est quasiment plus rien passé pendant quelques temps. Ensuite, les artisans, aidés par leur fédération professionnelle notamment, ont sollicité pour reprendre les visites d'exécution.
Certains ont essayé de la jouer avec les contrôles à distance avec les photos. Début avril, les notaires ont pu à nouveau entrer dans la danse puisqu'ils ont eu la possibilité réglementaire de réaliser les ventes à distance dès lors que les dossiers sont complets. Par contre, si le notaire n'avait pas le contrôle du SPANC, ben là, comme souvent malheureusement, ils se réveillent encore en sursaut et ils ont pu vous solliciter pour ça à partir de début avril. Ensuite, ben, on est dans la phase où on va essayer de reprendre quand même graduellement les contrôles de fonctionnement et entretien, où au moins on a essayé d'organiser tout ça dans les différents services. Alors pour ce qui est d'une note spécifique à l'assainissement non collectif, on a une note du ministère de la Transition écologique. Bon, vous l'avez dans les documents que vous pourrez télécharger en lien avec le CNFPT. On a une grosse contrainte sur les boues non hygiénisées. On ne peut plus les épandre. Il faut qu'elles passent par une fière d'hygiénisation. Les matières de vidange y étant assimilées, on a exactement la même démarche, pas d'épandage sans hygiénisation préalable. Ça va, j'ai réussi à le dire. Et ensuite, c'est pas forcément la mission principale du SPANC, mais certains SPANC peuvent éventuellement organiser des campagnes de vidange. Et dans ce cas-là, ça a pu un petit peu affecter leur activité. D'autres petites choses. Le budget, pas si petite que ça, hein, mais ça a une conséquence sur le budget parce que qui dit zéro contrôle dit zéro redevance, à part les quelques-uns qui sont à faire pour les contrôles d'exécution et puis pour les ventes. Alors, sur le plan budgétaire, les agents relevant du droit privé peuvent bénéficier des mesures de chômage partiel, ce qui pourrait permettre, pas forcément de compenser l'intégralité des visites perdues, mais au moins d'assumer du salaire. Cependant, la plupart des SPANC relèvent du droit privé. Il y a un S en trop éligible, ça me choque, pardon. La plupart des agents donc relevant du droit public, on n'est pas concerné malheureusement par cette mesure. Après, il y a aussi l'impact lorsque votre délégataire prestataire a arrêté les contrôles. Si vous avez une part pour la collectivité, cette part-là, elle ne va pas tomber non plus. Alors, juin, beaucoup de services quand même se posent la question de reprendre sérieusement les contrôles périodiques. Et il va falloir donc dans ce cadre-là mettre en avant les mesures d'hygiène, y compris pour tranquilliser l'autre usager. C'est-à-dire qu'il y a les protections individuelles, les gants, les visières, les vêtements de travail, le masque FFP2 dès qu'il y a des aérosols, j'en parlais tout à l'heure. Il y a l'hygiène des locaux, bien entendu, l'hygiène des véhicules, notamment lorsque vous partagez, pardon, je reviens. Lorsque vous partagez un véhicule, ça devient plus compliqué. Lorsque c'est le véhicule dédié, affecté à un agent, il fait attention à sa propre sécurité, il n'y a pas de tension dans le service. Quand c'est un partage entre différents agents, là, effectivement, ça peut éventuellement générer quelques tensions à ce niveau-là. Donc, je vais revenir à vous laisser la parole. Enfin, en guise de parole, peut-être plutôt les écrits. On avait dit une bonne demi-heure. Bon, j'ai un peu dépassé. Donc là, je vais redonner la parole à Madame Houveau qui va... Oui, écoutez, j'ai pas eu de questions pendant le déroulement. Je précise pour ceux qui n'ont pas vu la petite conversation que nous allons envoyer un mail avec le mot de passe et l'identifiant pour aller chercher les documents qui ont été montrés et des compléments éventuels sur la plateforme de dématérialisation des supports du CNFPT. Donc la procédure vous sera expliquée. Je crois que dans les personnes qui sont présentes et qui écoutent les échanges, je dois avoir deux personnes que je ne sais pas qui elles sont parce qu'elles ne sont pas identifiées. Donc, je précise
que comme il y a une inscription, on vous délivrera une attestation de présence et toutes les personnes que je ne peux pas identifier n'auront évidemment pas d'attestation de présence parce que ça m'est compliqué de savoir si vous n'avez pas donné votre nom dans le pseudo qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez soit lever la main pour que je vous donne la parole ou soit écrire dans les commentaires vos questions par rapport à cette intervention? Donc, Monsieur Nicolas Hiverneau était le plus rapide, bravo. Nous vous décernons la concernant les SPOC, reprenant le contrôle de bon fonctionnement, le Covid peut être un argument pour les usagers pour refuser le contrôle et ont-ils, d'après vous, la possibilité juridique? On est un petit peu loin des mesures sanitaires, hein, mais bon. On est en état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet, sauf erreur. Donc, à la limite, tant qu'on est en état d'urgence sanitaire, la propriété privée en France, c'est sacré, quoi. Hein, c'est la Constitution. Donc, on ne peut pas rentrer chez les gens à l'insu de leur plein gré, comme aurait dit un certain Richard. Mais donc là, non, on ne peut pas leur imposer le contrôle, a priori. J'aurais envie de dire encore moins que d'habitude, parce que même habituellement, quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous laisser rentrer chez lui, vous ne pouvez pas pénétrer de force chez lui. Donc là, non, je ne vois pas trop bien comment faire. Bon, après, une fois l'état d'urgence terminé, si les gens continuent à user de ce prétexte-là, éventuellement, il peut y avoir d'autres outils. Si votre service a un règlement qui prévoit, en cas de refus, de majorer la somme équivalente à la redevance, là, ça pourrait être mis en œuvre. Mais objectivement, pendant l'état d'urgence sanitaire, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de monter une procédure vu les sommes en jeu entre une redevance et le montant des frais d'avocat et autres. Par contre, donc, bien expliquer aux gens toutes les mesures que vous prenez. Vous pouvez leur expliquer que s'ils le souhaitent, vous pouvez mettre le masque avant même que d'être descendu de la voiture, que vous avez du matériel que vous utilisez certes, mais qu'après chaque visite, il est nettoyé, et que d'ailleurs vous pourrez lui en faire la démonstration à la fin de la visite chez lui, que je vous l'évoquais tout à l'heure, venir avec son bidon d'eau et ainsi de suite, de façon à ne pas risquer de contaminer du matériel qu'on va toucher chez lui, ça peut contribuer à les rassurer, quoi. Ludivine Lubin, justement, c'est plus un témoignage qu'une question, si j'ai bien compris, qui dit que pendant la période de confinement et actuellement, il n'y avait que les visites de conception, de fin de travaux et des ventes. Et quand pensez-vous reprendre les contrôles de bon fonctionnement, surtout quand il y a une population âgée, donc à risque? Donc là, j'entends bien ce que vous disiez, Monsieur Delphos, à savoir que le but, c'est de rentrer le moins possible en contact avec les personnes et de ce fait, ne pas leur faire courir plus de risques que dans leur vie habituelle. Voilà. Donc après, pour le contrôle, on doit vérifier le bon écoulement, par exemple. Mais rien n'impose de pénétrer chez l'usager. Dans le logement, on peut arriver à trouver des dispositions pour rester en extérieur, que la personne soit elle à l'intérieur, et puis on fait un petit peu le tour des pièces d'eau au fur et à mesure, elle fait couler, et puis on regarde si tout arrive bien ou si ça se perd on ne sait où, dans un puits perdu, dans une gouttière, que sais-je. C'est plus facile, bien entendu, ça, sur un plein pied, parce qu'une maison avec 2 étages, c'est un peu plus difficile. Alors, une solution qui est pratique aussi, c'est lorsque c'est une maison, comme il y en a eu beaucoup dans les années 70, sur Taupinière, là, semi-enterrée, on a le garage en sous-sol. Donc là, on peut avoir
toutes les canalisations qui descendent, et donc on voit les différentes sorties d'eau usée au plafond du sous-sol. Ça permet de les suivre, encore une fois, sans rentrer dans l'espace d'habitation. Sachant que quand je travaillais en bureau d'études, bureau de contrôle, quand j'allais chez les gens, moi je mettais quasiment systématiquement, on mettait des bottes, mais on les tombe avant de rentrer. Et en préparant la réunion avec Madame Bouveau, je disais, bon, quelquefois on le regrettait parce qu'on avait les chaussettes qui collaient un peu par terre, mais bah, on faisait déjà en sorte de ne pas pourrir le logement des gens, quoi. Après, pour les personnes âgées, en général, ce ne sont déjà pas elles qui vont manipuler les tampons et ainsi de suite. Donc, euh, en principe, sur du périodique, vous avez une connaissance des ouvrages. Si c'est du périodique, les installations ont déjà été vues. Donc, ben, on va ouvrir soi-même les ouvrages et ainsi de suite. Et puis, comme on le fait avec des... C'est pas très gentil la comparaison que je vais faire, hein, mais comme on le fait avec des enfants ou des chiens, animaux de compagnie, on dit de les laisser dans la maison. Là, on va demander à la personne de rester à distance euh, pour, euh, pour pouvoir faire ce contrôle-là. Le pré-traitement qui se trouve dans l'habitation. Madame Bouveau, vous voulez... Oui, donc, bah, oui, effectivement, là, ce que vous disiez, de garder le maximum de distance, même si on est obligé à un moment de rentrer dans l'habitation, comme le signale Ludivine Lubin. Pierre Gantaille qui dit pendant 8 semaines de confinement, 2 contrôles pour vente à la demande des notaires. Donc, il y a quelques notaires qui ont continué à travailler. Un contrôle de bonne exécution sur photo, un contrôle de bon fonctionnement arrêté jusqu'en septembre à la demande de ma collectivité, pour me consacrer un peu plus à ma mission d'assistant de prévention durant cette période. EPI à disposition, masque, visière, gants nitrile et gel hydroalcoolique, désinfectant et tout aux normes, plus lavette. Eh bien, vous êtes au point. Mais c'est très bien d'avoir des témoignages de ce type. Oui, Elodie, wonderful, c'est vrai. Ouais. C'est le rêve. Hein. Donc après, lorsque les personnels sont partagés entre différentes missions, effectivement, on peut jongler d'un service à l'autre. J'en connaissais certains, ils vont peut-être être embêtés aussi, puisqu'ils faisaient le spank et puis l'été, la piscine. Mais la piscine, ça va pas être bien brillant non plus. Certaines collectivités se posent la question, est-ce qu'on va rouvrir si on peut recevoir 20 personnes à la fois? Bon, donc effectivement, voir comment on peut jongler. Après, est-ce que il y a d'autres missions qui sont assurées dans les collectivités? Parce qu'avec les mesures d'hygiène qu'il faut un peu partout, il n'y a pas forcément assez de bras pour tout assumer et ben, faire un peu contre mauvaise fortune bon gré et puis venir en appui à tel autre service. Est-ce que justement, Pierre, enfin, Élodie et Didier, vous voulez ajouter des choses par rapport à votre conseil en tant que préventeur? Alors, je sais que vous n'avez pas de micro, mais vous avez l'air très à l'aise sur le clavier. Et puis j'en profite pour relancer le débat. Est-ce que justement, donc on a vu l'exemple, mais il ne faut pas que ça empêche les autres témoignages. Est-ce que dans les autres services qui sont représentés ici, vous avez tous les équipements ou le matériel à disposition qui vous permet de prendre toutes les mesures disponibles pour pouvoir effectuer vos contrôles? Eh oui, Elodie, le clavier, c'est quand même quelque chose qui empêche la discussion. Et moi, j'ai le micro et la caméra, j'ai tout. Donc, toutes les personnes qui ont des micros, est-ce que certains veulent prendre la parole pour témoigner? Vous pouvez lever la main.
Ah, c'est bien, vous êtes tous équipés dans les témoignages qui arrivent. Les usagers rencontrés sont rarement équipés de masques. Ben, ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut demander, Monsieur Delphos, par exemple, vous qui avez l'habitude de faire des contrôles, de dire aux particuliers, est-ce que vous pourriez mettre le masque pendant la durée du contrôle? Mais en fait, j'ai négligé de le préciser tout à l'heure, mais ça fait partie aussi des choses qui peuvent rassurer le particulier, pourquoi pas, lui fournir un masque s'il n'en a pas. Ça fait partie des solutions qui sont envisageables. Là, j'ai un stage qui commence demain, on ne sait pas si les stagiaires vont être équipés ou pas. On a beau demander, on ne sait pas. Donc on a prévu et on les a préparés à l'avance pour que si jamais il y avait eu un problème de quelqu'un chez nous, on a préparé les choses dès la semaine dernière. On a des sachets avec les masques pour la durée du stage, avec un masque le matin, un masque l'après-midi. Bon là, le contrôle ne dure pas aussi longtemps, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Bon, je sais que ce sont toujours des plus, c'est-à-dire ce sont toujours des dépenses en plus qui ne sont pas forcément effectivement envisagées lorsqu'on a fait le budget du SPANC, sachant que le plus souvent, malheureusement, ils sont pas équilibrés, mais si ça peut contribuer encore une fois, à rassurer l'usager, c'est quelque chose qui peut être fait. Oui. Alors, dans les témoignages, on voit que tout le monde a l'air équipé. Seule une question, difficile de trouver des masques FFP2. Je crois que ça, effectivement, ils ne sont peut-être pas toujours disponibles pour les agents. Oui, il y a encore des restrictions sur certains masques, pardon. Mais là, comment? La bibliographie demande bel et bien, lorsqu'il y a aérosol et eau usée, d'avoir ce type de masque. On s'apercevra peut-être a posteriori que c'était une protection excessive, mais dans le doute, mieux vaut effectivement les utiliser pour ces cas particuliers que j'ai soulevés tout à l'heure, parce qu'on a beau faire, quand on a une microstation, on doit regarder si elle fonctionne. Donc moi, je veux bien qu'on dise de disjoncter l'alimentation électrique de la microstation, mais je ne serais pas en mesure de faire mon contrôle en bonne et due forme. Et les gens peuvent quand même être un petit peu filous sur les bords lors de ce contrôle-là, surtout si c'est une vente. Ils n'ont pas intérêt à vous brusquer, mais plutôt à être conciliants. Et si il s'avère que l'installation est défaillante, l'acquéreur pourra effectivement aller chercher la responsabilité du service. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je ne vois pas beaucoup de... Est-ce que par rapport à ce qui a été présenté, toutes ces informations, vous les aviez déjà en tête ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez peut-être approfondir parce que soit vous vous interrogez encore ou ce n'est pas suffisamment clair? C'est très silencieux. Hein. Sans micro, c'est sûr. Juste une information de la part de Nicolas Hiverneau. La TANC a rédigé une fiche de protocole suite au Covid à destination des SPANC. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait joindre au document. Il est dans les documents que je vous ai mis, oui. C'est déjà prévu. Voilà, donc pour ceux qui n'en avaient pas connaissance, il vous sera fourni dans toutes les ressources documentaires que vous allez pouvoir télécharger. Je ne vous dis pas qu'ils seront en ligne ce soir, mais d'ici 2 jours, ils seront en ligne et vous pourrez aller les chercher. Mais vous recevrez de toute manière, dès que vous recevrez le mail, ça veut dire qu'il est possible de les télécharger.
Sinon, hormis le SPAN qui nous a témoigné qu'il reprenait qu'en septembre, est-ce que d'autres, dans les personnes qui assistent, d'autres collectivités ont décidé aussi de reporter les contrôles à plus tard en attendant que la situation sanitaire se tasse un petit peu? Mais y a-t-il vraiment personne qui a un micro? Si, nous avions tout à l'heure Nathalie Méra qui avait un micro, nous l'avons vu. Est-ce qu'il est conseillé d'inclure un mot sur le Covid dans les avis de passage? Peut-être pour le demander, pour les préparer par rapport au port du masque, peut-être. Monsieur Delphos? Bah, en fait, c'est un petit peu comme cette journée d'actualité. Au départ, j'avais même pas mis Covid dans le titre. Donc parler généralement de mesures d'hygiène, bah, à mon avis, c'est ce que je ferais si j'avais à le faire. Mais là, après, il faut faire appel un petit peu au bon sens de vos élus, peut-être nouvellement élus. Je ne sais pas si les Comcom sont installés là. C'est pour peu qu'il y ait une commune ou deux qui n'ait pas, qui ait besoin d'un deuxième tour. Mais selon la sensibilité des élus aussi, ils ressentent le besoin de mettre ceci ou cela. Donc on est quand même avant tout là pour leur expliquer des choses à nos élus, mais s'ils souhaitent voir le terme apparaître, bah, allons-y. Mais à quoi bon générer une inquiétude? Je pense qu'ils ont déjà été assez stressés comme ça, sans besoin de remettre un sou dans la machine, en fait. Parler de façon générale pour les mesures d'hygiène, si j'avais à le faire, je le ferais juste de cette façon-là, en fait. Et glisser que si le juge nécessaire, on peut fournir un masque à l'usager, pourquoi pas, voilà. Ça dit ce que ça veut dire sans le dire. Nicolas Granger signale le guide de préconisation de l'OPBTP, excusez-moi, qu'ils ont utilisé pour envoyer aux entreprises. Et Sylvain Barrault dit que, en ce qui nous concerne, c'est ce que nous faisons puisque reprise des BFE. Et est-ce qu'il y a un taux de refus important sur les propositions de rendez-vous? Comment il fonctionne, Sylvain? Enfin, je ne sais pas s'il a un micro, visiblement non. Parce que justement, ça peut être intéressant pour les autres, parce qu'on a peur en général de se lancer, et puis on s'aperçoit que les gens n'en font pas forcément une montagne, quoi. Donc si Sylvain pouvait un petit peu compléter, aucun refus actuellement. Donc les rendez-vous sont proposés par courrier sur un créneau horaire et les gens disent s'ils ne peuvent pas. C'est ça votre méthodologie ou c'est encore autrement? Bon, ben, donc, ouais, donc sur ce secteur, visiblement, les gens sont, à la limite, ils sont peut-être contents de voir le Spank, hein, depuis le temps qu'ils ne l'avaient pas vu, allez savoir. C'est ça, ça fait la visite, qui n'ont pas sinon de leur famille. Ouais. Bon, après, si c'est consentir à la visite pour avoir un masque, ça fait cher du masque, mais Pour un masque jetable, qui plus est, qui ne va plus servir. faudra bien leur dire de ne pas le jeter dans les toilettes. Oui. Et ça aussi, ça fait partie effectivement du dialogue pour des personnes, peut-être de leur dire voilà comment on positionne le masque, comment on le retire et qu'on le jette sans le mettre n'importe où, effectivement. Justement, quand vous faites des rendez-vous, Monsieur Barrault, du coup, est-ce que les gens portent le masque ou est-ce que vous êtes obligé de leur demander? Oui, pas toujours.
Est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Ludivine, pendant le confinement, pas d'augmentation des dysfonctionnements des systèmes dû à l'utilisation de lingettes désinfectants en quantité plus importante qu'habituellement. Peut-être que c'est pas chez eux que les gens l'utilisent et le jettent le plus. Ouais. Nous rappelons les règles et gardons les distances. Oui, je pense que c'est des mesures voilà, de prévention habituelles. On parlait des véhicules tout à l'heure. Est-ce que dans vos services, enfin vous en tant que technicien SPANC, vous avez un véhicule attitré ou est-ce qu'il y a plusieurs chauffeurs pour le même véhicule? Et dans ce cas-là, comment vous faites au niveau des mesures de désinfection? Il n'y a personne qui veut parler au micro. Un véhicule pour moi seul au niveau du SPANC, donc on n'y pas de désinfection. Un véhicule par technicien pour l'instant, interdiction de prêter le véhicule à un autre collègue. C'est les situations idéales, je pense, pour l'instant. Véhicule partagé, désinfection après chaque utilisation. Idem, donc c'est moitié-moitié. Pas de protocole de désinfection des véhicules. Il me semble qu'il y a un guide qui est paru justement sur la désinfection des véhicules. Alors, j'ai plus en mémoire par qui il a été mis. Donc, 2 chauffeurs par véhicule, donc désinfection systématique quand ils changent. Oui. Par contre, est-ce que le véhicule est partagé entre agents du même service ou de services différents, avec du matériel différent? Parce que si ce sont des services différents, là, ça complique la donne. Là, on voit Pierre Ganteil qui est par d'autres services, donc désinfection après chaque utilisation. Et ça veut dire aussi désinfection siège chauffeur. Ouais. Plus aussi le stockage, quoi. Enfin, la partie de stockage du véhicule. Les points délicats, ça va être des sièges parce que le tissu, effectivement, si on a vu que sur les vêtements, par exemple, une journée suffit, mais le véhicule n'attendra pas 24 heures avant d'être réutilisé par quelqu'un. Donc après, est-ce qu'il y a des housses qui sont mises sur les sièges façon garagiste un petit peu? Ou on pourrait peut-être aussi envisager des systèmes de nettoyage vapeur là, qui permettent de nettoyer des textiles, des sièges et ainsi de suite, puisqu'on a vu que la température va venir à bout du virus très, très rapidement. Ensuite, il y a le matériel de mesure debout quand même qu'on va véhiculer dans le coffre, si on a des lève-tampons, des pioches, des choses comme ça, des outils qui peuvent être en contact avec l'effluent. Donc même si on nettoie bien au-dessus des ouvrages et ainsi de suite, par sécurité, quand on transfère ce matériel, il faudrait peut-être se poser la question, il existe des espèces de bacs plus ou moins souples là, que l'on met à l'arrière du véhicule et qui permettraient ou de grands sacs résistants qui permettraient de transférer tout ça relativement commodément. Et sinon, après, les voitures utilitaires sont quand même assez rustiques et les lotions qui peuvent être pulvérisées sur les surfaces assez lisses, dont on a vu que ce sont elles qui gardent le virus le plus longtemps, peuvent aussi aider à désinfecter en fait.
Dans les fiches, je vous ai mis un certain nombre de choses aussi, justement sur les gants, sur les masques, sur les déchets, parce que c'est bien gentil, on utilise des gants, mais si on utilise des gants jetables, des lingettes, j'en passe et des meilleurs, ben, on a forcément de quoi stocker ces déchets dans des sacs poubelles. Et donc, je vous ai mis des éléments. En fait, on va mettre en quarantaine nos sacs poubelles quelque temps avant de les rejeter. Enfin, c'est comme on peut le faire pour le courrier, ainsi de suite à l'arrivée. Enfin, il y a énormément de choses qu'on met en quarantaine. Je sais pas si on trouve la place pour tout mettre en quarantaine, mais effectivement, ce sont des solutions qui sont préconisées. J'ai l'impression d'avoir épuisé les questions. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages à venir ou d'autres questions complémentaires? Est-ce que, Monsieur Delphos, vous vouliez peut-être profiter pour compléter avec des choses? Oui, donc je vais repartager l'écran peut-être pour montrer quelques petites Oui. choses que j'ai. Si j'y arrive, bon, j'aurais dû mettre celle-là, c'est pas très grave. Pouf. Alors, il clique à gauche. Pouf. Hop. Donc, je suis passé par ce moyen-là. Maintenant, je mets en plein écran. Donc, logiquement, vous devez voir ce que je présente. Donc, je vous ai mis un certain nombre de documents émanant de l'INRS. Ils sont en PDF à récupérer. Alors, je sais que la station d'épuration des eaux usées, c'est un peu gros par rapport à un assainissement non collectif, mais on a vraiment de quoi récupérer des éléments intéressants au niveau des équipements de protection selon le type de risque, aérosol, pas aérosol, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le document ED 143 là, qui concerne les vêtements de façon à s'adapter au risque, sachant que si vous devinez avec les yeux de la foi, donc c'est la photo qui est en haut, je peux peut-être... non, ça ne fait pas. Si je fais ça... Voilà. Ici, on a une tenue étanche, mais que je sache, sauf accident, les spanks ne descendent pas dans les ouvrages. Donc ce document-là va permettre d'avoir des éléments par rapport aux vêtements. Parce que mine de rien, c'est quand même aussi une sacrée logistique, les vêtements. Maintenant, pour ce qui est protection respiratoire, bon, Acrobat n'a pas envie. Voilà, quand il veut pas, on y arrive quand même. Donc les différents masques, bon, c'est quand même pas mal axé milieu médical, mais justement, ça insiste bien sur les différents types de masques, FFP1, 2, 3 et ainsi de suite. Bon, on n'a pas... le document est relativement récent, de mémoire, je dirais 2019. Donc on n'avait pas encore les masques qu'on a appelés à un moment alternatifs, mais alternatifs, ça semblait pas très très bien. Donc on les a appelés ensuite grand public. Je vous ai mis aussi des choses sur les gants. Donc encore une fois, on a des choses par rapport aux piqûres et coupures qui sont vraiment axées sur le milieu médical, mais on peut transposer ça quand même à l'assainissement. Si vous voulez soulever des tampons en béton qui ont 30 ans d'âge avec des gants en nitrile, il ne va pas rester grand-chose de votre gant une fois que vous aurez manipulé un peu le tampon. Donc il y a des choses quand même là-dessus sur ce... Bon, visiblement, pardon pour le bip, le coup de gong. Donc je vais arrêter pour la troisième. Et des choses aussi sur les risques biologiques en milieu professionnel. Donc je vous ai mis donc également d'autres choses, des petites affiches, des choses comme ça, qu'à la limite vous pouvez avoir aussi. Si les gens sont un peu perdus, vous leur proposez un masque. Ça rappelle un certain Nicolas
qui se répandait dans les médias en disant que les masques étaient pourris, mais ils le mettaient à l'envers, donc forcément ça marchait pas très bien. Donc il y a des affiches comme ça sur les masques, sur les gants, comment enfiler les gants, comment les enlever. J'ai mis la note au préfet par matière de vidange, une lettre de la FNCCR, la note de la tank, sachant quand même la note de la tank, attention, dire qu'ils ne veulent personne présent sur le site. Ça sent quand même le début de l'épidémie, on était très très craintifs. On maîtrise quand même mieux les voies de contamination, donc rester à distance. Qui plus est, on est quand même en général en plein air. Là, lorsque j'évoquais à l'époque les contrôles d'exécution, voilà, il n'y a quand même pas de risque majeur. On est quand même bien plus proche dans des locaux qui sont quand même pas spécialement ventilés comme on peut l'être en extérieur. Et sinon, pour aller plus loin, le cas échéant, on a aussi des formations en thème de l'assainissement où on vous embête lorsque vous venez avec ces mesures de protection. Donc sur le contrôle de l'ANC 9, sur le contrôle technique de l'ANC existant, où là, on va sur le terrain, on y passe à peu près 2 jours. Donc à chaque fois, monter dans le bus, descendre dans le bus, on va vous embêter sur les équipements. On a des combinaisons, on a des gants, on a effectivement pas de masque, mais par contre, on fournit lunettes sur lunettes avant des mesures de boue dans les ouvrages. Systématiquement, les lunettes sur lunettes sont fournies la veille au soir quand on fait la démonstration du matériel aux stagiaires, de façon à ce qu'ils se familiarisent un petit peu avec tout ça. Et en fait, à côté de moi, pardon, à côté de moi, disais-je, je crois qu'il faut que j'arrête le partage. Oui, parce que pour l'instant, l'écran est noir. Autorisé. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, on a une affiche. Ce n'est pas des choses qu'on vient de faire à l'instant. Ici, vous avez un groupe de stagiaires. Vous les voyez, ils ont les combinaisons Office international de l'eau. Bon, là, ils ont des protections pour le soleil parce qu'il faisait chaud, il y avait du soleil. Donc, la plupart ont mis un couvre-chef, chaussures de sécurité, les gants. Voilà. Et, les lunettes, tous ne les ont pas mises. Il y en a qui ont plus opté pour les lunettes de soleil parce qu'il y avait de la luminosité forte. Et j'ai une autre ici. Je ne sais pas si c'est un peu acrobatique ce que je fais. Là, il y a un travail qui est fait sur un préfiltre d'une fosse. Il y a la combinaison, les gants, les lunettes. Donc, ce qu'il faut rajouter aujourd'hui, pardon si je vous donne le tournis, hein, j'essaie de ne pas aller trop violemment, d'une part pour pas arracher mon câble, mon micro, tout le bazar, mais j'ai un copain là qui est en tenue, il a sa combinaison, il a aussi un couvre-chef, le soleil est là, c'est pas la peine d'avoir un cancer de la peau, en fait, pour l'équiper par rapport à un contrôle où je suis en présence d'usagers pour un contrôle de conception, ce dont je vais avoir besoin en plus, c'est ça. C'est-à-dire, si vous l'avez en tissu, c'est encore mieux en termes de gestion des déchets, de non-prolifération des déchets. Par contre, si vous avez des missions, effectivement, où l'on est en contact avec les eaux usées et qui a risque d'aérosol, là, il faudra le masque par contre de type FFP2. Mais ce masque type jetable à usage unique, vous pouvez le fournir à l'interlocuteur s'il y a une certaine inquiétude. Et sans entrer dans un débat qui ne nous concerne pas. Moi, je n'ai pas à m'enquérir de la santé des gens et je ne vais surtout pas mettre de questions par écrit là-dessus. Attention à la protection des données personnelles. Dans la discussion, on peut arriver à évoquer la question
si ça peut, encore une fois, tranquilliser nos interlocuteurs. Eh bien, je vous remercie beaucoup, puisque a priori, il n'y a pas de questions complémentaires. Eh bien, nous allons clôturer ce rendez-vous d'actualité un petit peu plus tôt que prévu. N'hésitez pas donc à aller consulter les documents qu'on vous mettra à disposition, qui sont très fournis et qui vous amèneront peut-être des éléments complémentaires qu'on n'a pas pu aborder, puisque ce rendez-vous est sur un format très court. Et forcément, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les informations. Merci à vous pour votre participation et peut-être à bientôt sur d'autres thématiques. En fait, ils n'ont pas trop le temps, c'est parce qu'ils ont des notaires qui les ont appelés pour aller faire des contrôles en fin d'après-midi pour une vente. C'est ça, ils sont tous débordés. Merci beaucoup, à bientôt.